Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe et XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest a été complètement bouleversée par une série de révolutions. Et attention, on ne parle pas de guerre classique, non. On parle de mouvements qui ont totalement redessiné la carte, mais aussi la société. Des événements dont l'écho, il résonne encore très fort aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va décrypter ensemble. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il y a une comparaison qui frappe, celle de l'historien Murray Last. Il dit, en gros, que c'était l'équivalent de la Révolution française pour l'Europe. Rien que ça. Ça donne une idée du séisme que ça a représenté. La grande question qu'on va se poser est donc la suivante. Mais quelles sont ces forces si puissantes qui ont pu, comme ça, transformer à ce point la carte de l'Afrique de l'Ouest bien avant l'arrivée des Européens? C'est tout l'objet de notre analyse. Voilà comment on va avancer. D'abord, on va planter le décor. Ensuite, on va plonger au cœur des deux mouvements les plus massifs, celui de Sokoto et celui des Ladj Omar. Puis, on verra l'impact qu'ils ont eu sur tout le continent, avant de se demander, pour finir, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ok, projetons-nous à la fin du XVIIIe siècle en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on voit, ce n'est pas du tout un bloc unifié. C'est plutôt une mosaïque de royaumes, de cités-États. Le pouvoir est souvent entre les mains d'élites militaires. Et disons que l'application des principes de l'islam, ce n'est pas vraiment leur priorité. Sur le plan religieux, c'est tout aussi complexe. L'islam est présent depuis des siècles, oui, mais il s'est souvent mélangé, on va dire, avec les traditions locales. Et ça, pour les réformateurs de l'époque, c'était un problème. Ils appelaient ça le mélange religieux, une sorte d'impureté qu'il fallait absolument corriger. Au cœur de tout ça, il y a un mot qu'on entend souvent, jihad. On pense tout de suite à la guerre, mais en réalité, le concept est bien plus large. Le mot lui-même veut dire effort, lutte. Et pour les leaders de ces mouvements, cette lutte pouvait prendre des formes très différentes qui allaient bien au-delà du champ de bataille. Et ça, Ousmane Donfodio, l'un des personnages principaux de notre histoire, l'a très bien théorisé. Pour lui, il y avait 4 niveaux de djihad. Le premier, le plus important, c'est la lutte contre soi-même, le djihad du cœur. Ensuite vient l'action par la parole, puis par les actes, pour promouvoir le bien. Et c'est seulement, vraiment en tout dernier recours, quand plus rien d'autre ne marche, qu'arrive le djihad de l'épée. Justement, Ousmane Donfodio, parlons-en. C'est lui, le penseur, le leader spirituel derrière la première de ces grandes révolutions, celle qui va donner naissance à un État immense, le califat de Sokoto. Et les choses vont aller très vite. En 1804, Donfodio lance son mouvement. À peine 4 ans plus tard, en 1808, il fait tomber la capitale de ses principaux adversaires. Quand il meurt en 1817, il laisse derrière lui un empire. La fin de cette première génération de leaders, elle, est marquée par la mort de son fils en 1837. Mais, au fond, qu'est-ce qui le motivait? C'est lui-même qui l'a écrit noir sur blanc. Il voulait d'abord mettre fin aux injustices sociales, à ce qu'il voyait comme une oppression. Il voulait aussi purifier un islam qu'il trouvait corrompu, construire un État basé sur la loi islamique et unir les peuples musulmans de la région. C'était un projet total, social, religieux et politique. On change de décor et on passe à un autre personnage absolument central, El Hadj Omar Tall. Son mouvement se déroule à la même période, mais ses ambitions, ses méthodes et son héritage sont complètement différents. Et, il faut le dire, beaucoup plus controversés. El Hadj Omar Tall, ce n'était pas juste un chef de guerre. C'était un véritable érudit. Toutes ses actions, même les plus violentes, étaient soutenues par des argumentaires juridiques et religieux extrêmement sophistiqués. C'est ce qui rend son parcours à la fois si fascinant et si complexe à analyser. Le tournant, pour lui, c'est son retour de pèlerinage de la Mecque. Il devient alors un des leaders de la confrérie soufie Tidjaniya. Et là, c'est un point crucial. Pourquoi? Parce que la Tidjaniya est la grande rivale de la Kadiriya, la confrérie d'Ousmane Donfodio. La compétition est donc inévitable. Et pour justifier ses conquêtes, Omar Tall va employer une arme juridique redoutable, le takfir. C'est le fait pour un musulman d'en accuser un autre d'être un infidèle. Ça lui a permis de légitimer des guerres contre d'autres royaumes musulmans déjà établis, comme l'empire du Massina. C'était une ligne rouge que, par exemple, Donfodio s'était toujours refusé à franchir. On a donc là 2 approches radicalement opposées. D'un côté, Ousmane Donfodio, le réformateur qui veut créer une sorte de fédération, un califat, et de l'autre, El Hadj Omar Tall, le conquérant qui veut bâtir un empire militaire centralisé à son service. 2 visions, 2 projets de société. L'impact de ces 2 géants, et d'autres mouvements du même type, ça va bien plus loin que la création de nouveaux États. Ils ont, mais littéralement, remodelé le visage politique, social et religieux de toute l'Afrique de l'Ouest. Regardons ce tableau avant-après. C'est édifiant. Politiquement, on passe d'une poussière de petits États à de vastes empires centralisés. Religieusement, l'islam devient la force dominante, institutionnalisée. Socialement, une nouvelle aristocratie poële voit le jour.
Et puis il y a le volet économique, le plus sombre sans doute, le développement massif d'une économie basée sur l'esclavage à l'intérieur même du continent. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, rien que le califat de Sokoto, au milieu du 19e siècle, comptait plusieurs millions d'esclaves. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que toute la population esclave des États-Unis, des Caraïbes et du Brésil réunis à la même époque. C'est colossal. Au final, ces mouvements ont donné naissance aux plus grands et plus puissants États que l'Afrique ait connus depuis la chute de l'Empire Songhai 3 siècles plus tôt. Ils ont créé un tout nouvel ordre politique, un ordre que les colonisateurs européens vont trouver en arrivant quelques décennies plus tard. Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste de la vieille histoire qu'on trouve dans les livres. L'héritage de cette période, il est encore bien vivant et il continue de façonner la région là, maintenant, aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il en reste concrètement ? D'abord, une islamisation très profonde de la société. Ensuite, des frontières politiques et ethniques qui datent de cette époque. Des modèles de pouvoir aussi où le religieux et le politique sont très étroitement liés. Et puis, surtout, une mémoire complexe, une histoire contestée, partagée entre l'image d'une réforme juste et le souvenir d'une conquête brutale. Ce qui nous amène à la question finale, et peut-être la plus importante. Comment est-ce que la mémoire de ces empires, avec leur façon de gouverner, leurs guerres, ce mélange si particulier de religion et de pouvoir, comment est-ce que tout ça continue d'influencer l'Afrique de l'Ouest de nos jours ? C'est sans doute une des clés pour comprendre bien des dynamiques et des défis de la région actuelle.